Il y aura une... Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour voir quelles sont les solutions pour améliorer les sols. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Martin-Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'unité agroécologie à l'INRA de Dijon, c'est bien ça? C'est ça. Juste à vos côtés, Alain Delavie, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des rédactions donc, du journal Rustica, notre partenaire. Merci beaucoup d'être là. Jean-Marc Vallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Géocarta, on aura l'occasion d'expliquer de quoi il s'agit par la suite. Et Xavier Mathias, bonjour. Bonjour. Vous êtes maraîcher dans les micro-fermes d'avenir. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est les micro-fermes d'avenir. Alors, Ferme d'avenir, c'est une expérimentation inspirée de la permaculture. Alors, permaculture, on va pas avoir le temps, là maintenant, d'expliquer exactement ce que c'est. Ce serait un peu long. On va dire que la permaculture, c'est ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire d'être un retour au bon sens. Et le bon sens veut qu'on soit économe en énergie, que notre métier, ce soit de fournir des calories, pas d'en consommer. Donc toute la réflexion qu'on mène, elle est sur comment arriver à une agriculture qui ne marche pas sur la tête et qui se met à produire des calories au final et non pas à en consommer. Voilà, on va dire que la permaculture, c'est ça. Et les micro-fermes d'avenir, c'est un réseau qui pèse quoi aujourd'hui? Alors, il pèse énormément par sa bonne volonté. Non, c'est vraiment un mouvement qui est en train vraiment de se répandre parce que je crois qu'il répond aussi à une demande. Je pense que l'agriculture à taille inhumaine, elle pose un vrai problème, un problème écologique, un problème humain. Donc on n'a pas la réponse, mais on la cherche. Et vous travaillez en utilisant l'expérimentation de façon tout à fait traditionnelle. Voilà, c'est ça. Donc on est sur une agriculture qui va être beaucoup plus manuelle, avec très peu de mécanisation. Et toute la complexité là est en fait, puisque à partir du moment où on n'est pas mécanisé, ça veut dire qu'on fait appel à la main-d'œuvre, une main-d'œuvre qui doit être qualifiée et qui va augmenter le coût du produit final. Donc comment on arrive à faire, comment on peut jongler avec tout ça en fait? Alors Jean-Marc Vallée, Géocarta, c'est l'expert des sols. Justement, qu'est-ce que vous proposez aux agriculteurs ou aux autres personnes? D'une certaine façon, de voir une grande parcelle comme une juxtaposition de petits potagers pour pouvoir ne pas trop tirer sur la terre, pour pouvoir économiser en termes de doses, être plus efficace, utiliser des méthodes qui sont parfois qui viennent du potager et peut-être amener nous aussi des techniques qui peuvent servir dans des surfaces plus petites. Voilà. Donc, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'une parcelle est une et unique, mais pas du tout. En France, vous faites, en général, dans 80% des parcelles, vous faites 20 mètres et vous tombez sur un sol complètement différent. Vous aurez 2 fois, 3 fois moins de rendement. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas avoir les mêmes potentiels sur toute une parcelle. Alors c'est vrai que le sol, c'est tout dans la production agricole ou au potager. Et vous êtes capable, grâce à des technologies, de faire une sorte d'échographie du sol? Oui, c'est ça. On va développer des technologies de cartographie, donc avec des quads qui tirent des drôles de machines, un GPS dessus. On avance très très vite. Au lieu de faire des sondages avec la tarière, on va faire des sondages avec de l'électricité et donner une carte du sol, une carte sur le potentiel, la quantité d'eau qu'un sol est capable de stocker, s'il va être sujet à la sécheresse ou pas, la profondeur, la texture, l'argile, les limons. Et puis à partir de là, de rentrer dans ces cartes dans des appareils qui, eux, vont amener la bonne dose au bon endroit. C'est l'agriculture de précision, l'agriculture numérique. Et à partir de ces technologies, il y a vos experts qui apportent donc du savoir, de la valeur ajoutée pour aider l'agriculteur à quoi? À débloquer ses rendements? Oui, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a dans certains endroits de l'eau, donc un potentiel, mais que le sol ne fonctionne pas bien. Il ne fonctionne pas et quand on regarde le rendement qu'on a sur ce sol-là, les racines ne descendent pas, il manque peut-être du phosphore, il y a un problème de compactage du sol. Donc on va pouvoir revenir sur cette zone pour débloquer les rendements, c'est-à-dire lever cette limitation liée au sol. Mais aussi souvent économiser, par exemple, pour les tours d'eau. Ah, évidemment, si vous utilisez mieux l'eau, vous mettez moins d'eau. On peut économiser l'eau en mettant la bonne quantité. On peut économiser l'eau aussi en limitant l'espacement entre les plantes à certains endroits pour que les plantes ne rentrent pas en concurrence, ne se fassent pas la guerre pour le peu d'eau qui reste.
Fabrice Martin-Laurent, ce qui est intéressant, c'est que vous proposez la signature ADN des sols, notamment, vous êtes dans l'agroécologie, mais vous avez des technologies qui permettent aujourd'hui de refléter la fertilité d'un sol. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc on étudie l'agroécologie, donc les interactions entre les plantes, les micro-organismes et le sol. Et pour favoriser la croissance des plantes en limitant la dépendance aux intrants chimiques, il nous est important de caractériser la microflore des sols, donc les micro-organismes du sol. Et pour cela, nous avons développé des méthodologies qui nous permettent d'extraire l'ADN du sol, l'ADN des organismes qui vivent dans le sol. Et à partir de cet ADN, nous avons des techniques moléculaires qui nous permettent d'identifier les micro-organismes, de savoir qui ils sont, de savoir combien ils sont et de savoir ce qu'ils font. Et tout cela au service des services écosystémiques qui sont rendus par les sols en relation avec le pédoclimat et les pratiques culturales qui sont appliquées sur ces sols. Alors, pour expliquer étape par étape, la première étape, un technicien arrive dans une parcelle, fait un carottage avec une tarière et vous prélevez de la terre. Deuxième étape. Deuxième étape, la terre est transportée dans des conditions adaptées, c'est-à-dire à 4 degrés. Il ne faut pas qu'il y ait de saute de température. Ensuite, le sol arrive au laboratoire, il est tamisé, carté pour enlever les débris végétaux. Et ensuite, à partir de là, différentes étapes pour extraire l'ADN du sol. Un broyage mécanique, une lisse chimique, des centrifugations pour séparer les protéines et enfin arriver à l'extraction de l'ADN du sol. Aujourd'hui, cette méthode qui a été développée dans notre laboratoire à l'INRA de Dijon est une norme ISO et elle est disponible à tous les laboratoires d'analyse qui souhaitent l'utiliser. Et ça, c'est fabuleux, parce que quand on connaît en fait cette signature ADN des sols, qui est le reflet des micro-organismes présents, on a le reflet du fonctionnement et de la fertilité potentielle d'un sol. Tout à fait. À partir de cet ADN, nous sommes capables d'aller identifier différents micro-organismes et de déterminer leur abondance. Et il y a encore des recherches en cours pour lier ça au fonctionnement du sol, c'est-à-dire quels sont les micro-organismes qui sont capables de dissimuler l'azote, par exemple, de produire du N2, du N2O, qui sont des gaz à effet de serre à partir des nitrates qui sont apportés, ou au contraire, quels sont les micro-organismes qui sont capables de fixer l'azote et de le rendre disponible aux plantes. Alors, je vais faire un parallèle qui est peut-être faux, mais tant pis. C'est un peu comme la connaissance des microbiotes de l'intestin. Ça veut dire qu'en analysant justement le bon fonctionnement de l'intestin, on est capable aujourd'hui d'avoir une vision du fonctionnement bien plus général de l'organisme. Vous, c'est un petit peu pareil ? C'est exactement l'image qu'on utilise souvent pour expliquer ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans leur espace racinaire, les plantes ont un microbiome, comme si elles avaient un estomac externe qui leur permet d'accéder aux ressources qui sont disponibles dans le sol. Et pour cela, les plantes libèrent des composés carbonés issus de la photosynthèse pour nourrir les micro-organismes qui leur sont bénéfiques. Alain Delavie, vous allez nous parler du potager. Potager, alors l'endroit où justement le sol a besoin d'être très riche, naturel. Et il y a beaucoup de jardins où c'est un problème parce que quand on achète une nouvelle maison, nouveau terrain, vous vous trouvez avec un terrain qui est sinistré, voire plus du tout de terrain, la terre arable a été enlevée. Donc il faut le régénérer. Et donc c'est intéressant d'avoir des méthodes qui permettent de connaître son sol, puisque souvent les jardiniers partent sans connaître leur sol. Et après, c'est de l'améliorer. Et l'améliorer, effectivement, il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées en maraîchage, en permaculture et en agroécologie et qu'on retrouve dans les jardins. Ce sont des techniques très simples. Ce sont des techniques soit d'amélioration en faisant des lasagnes à bed, c'est-à-dire on amène beaucoup de matière organique que l'on met en couche et on cultive directement sur ces lasagnes à bed, ce qui permet de cultiver dans un endroit où il n'y a quasiment pas de sol. Donc très bien dans les zones pavillonnaires neuves, très bien dans les jardins sur le toit, et ça marche très bien à Paris, c'est utilisé où on crée un sol là où il n'y en a pas. Et on peut aussi, bien sûr, avoir d'autres techniques, c'est l'utilisation du compost, ce que font peu de gens dans leur potager. En France, on cultive un potager au printemps et en été, et après on l'abandonne. C'est une erreur. En fait, à l'automne, il faudrait le nourrir en apportant une couche superficielle de compost. Et les micro-organismes dont vous parliez vont intervenir pendant tout l'hiver et vous donner un sol qui, au printemps, devrait être beaucoup plus riche. Donc voilà quelques méthodes pratiques pour enrichir son sol facilement. Alors, un truc que Alain fait remarquer, c'est que effectivement, le sol,
il doit demander plus de temps que les plantes quand on a un potager. C'est-à-dire qu'on doit accepter de consacrer énormément de temps aux bons soins à apporter à notre sol. Or, quand on fait un jardin, quand on démarre un potager, tout de suite, on s'intéresse à la plante. Alors, je vais dire une lapalissade, hein, mais avant les plantes, il y a le sol. Et le dicton autrefois qui disait 1 sou pour les plantes, 2 sous pour la terre, il est valable aussi pour le temps à passer. 1 heure pour les plantes, 2 heures pour la terre. Quand on a bien intégré que le sol, c'est l'essentiel du temps qu'on doit consacrer dans la culture potagère, je vous assure que votre potager se porte beaucoup mieux. Oui, nous on peut témoigner de cela. Quand on veut améliorer un sol, il y a déjà peut-être à voir si le sol n'est pas malade, hein, qu'on va voir un médecin pour améliorer sa santé. Il y a peut-être qu'on est malade. Il y a le maintenir ou l'améliorer. Et donc toute cette approche, il faut considérer les sols spécifiques, quel sol par rapport à celui-là. Autant de petits potagers juxtaposés sur une grande parcelle, c'est possible aussi sur d'énormes cultures. Alors avec un soin qui est peut-être on est peut-être un petit peu plus rapide, mais des technologies qui permettent de prendre en compte tout ce que vous dites. Et nous, ça nous intéresse énormément de récupérer du savoir-faire et de voir comment on peut l'appliquer au niveau d'une parcelle agricole. Sur ce sujet, on peut aussi dire que ce diagnostic des sols, pour l'instant, au niveau biologique, est un peu en arrière du diagnostic qu'on peut faire physico-chimique avec les travaux que vous avez menés à Géocarta. Mais on a acquis un référentiel grâce aux travaux de la plateforme Génosol qui était menée par Lionel Rangeard sur l'établissement d'un référentiel à l'échelle du réseau de mesure de la qualité du sol, donc à l'échelle du territoire français, ce qui nous donne une première approche. Mais comme pour définir un référentiel qualité et interpréter nos indicateurs biologiques. Mais comme rappelait M. Vallée, en fait, il y a une variabilité très importante et donc nous avons à travailler pour atteindre le niveau de finesse qui est celui aujourd'hui des analyses physico-chimiques des sols. Parce que Jean-Marc Vallée, ce qui est intéressant, c'est que le sol, on pourrait le comparer à une mosaïque. Et pour placer vos analyses, donc les prélèvements que vous allez faire, n'empêche qu'il faut savoir comment se répartissent donc les différentes zones dans le sol. Oui, pas de connaissance du sol, ça va être difficile d'agir. Donc les sols sont très variables sur une parcelle. Donc nous, on passe avec une radiographie. On a des zones de sol qui sont homogènes. Et on va donc faire quelques analyses dans des zones homogènes qui vont se ressembler. Et puis sur différents sols, on va avoir d'autres types d'analyses. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on constate qu'il y a des sols qui sont épuisés et vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, c'est très difficile de les mettre en route. Donc vraiment, il y a un travail à faire pour préserver les sols, peut-être avant de les améliorer. Oui, tout à fait. Je pense que vous vouliez dire quelque chose à ce sujet. Je vous laisse. Allez-y, l'un après l'autre. On a un énorme travail de préservation des sols à faire, avec un changement de méthode. Hein. Donc ces techniques liées à la toute-puissance mécanique qui ont fait que... moi, je ne suis pas forcément opposé au labour ou au bêchage, pourquoi pas. Mais il ne faut pas confondre labourer, comme on faisait en Beauce, par exemple, avec des attelages à 10 cm de profondeur pour enfouir le fumier, et défoncer les sols à 40 cm de profondeur tous les ans en les renourrissant avec des granulés d'azote. Voilà, donc ne confondons pas, il ne faut pas qu'on mette les choses sur un même plan. Et surtout, la toute puissance mécanique, il faut qu'on y fasse attention. Un simple motoculteur est réellement le fruit d'un apprentissage. Un motoculteur, on apprend à s'en servir, on ne le passe pas comme ça, n'importe où, n'importe comment, très vite. Les dégâts sur le sol sont vraiment très rapides, pas irrémédiables, mais il faut vraiment du temps après pour les corriger. Mais le matraquage des sols, c'est moins vrai maintenant. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Oui, la preuve, on est là. Donc ça, c'est très bon aussi, c'est un très bon signe. C'est qu'enfin, on revient à la raison. Et un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avant les plantes, il y a la terre, hein, tout simplement. Et que non, la terre n'est pas un substrat inerte à laquelle on peut tout demander, qu'on peut faire rendre gorge. La terre, c'est un ensemble d'éléments vivants auxquels il faut prendre vraiment grand soin. Fabrice Martin-Laurent, vous vouliez prendre la parole? Oui, sur la préservation des sols, moi je pense que l'agriculture les préserve dans la plus grande partie. Ce qui est aujourd'hui identifié comme un crime contre l'humanité, c'est la perte des sols pour des usages non agricoles. Les parkings de grande surface, voilà. Les ronds-points, le goudron. Et Vous ça, n'avez c'est pas une terrible. solution, vous, à ça?
La permaculture sur les parkings, non, ça peut pas... Alors attention, parce qu'on est en train de présenter la permaculture comme le remède à tout, et c'est un petit peu une façon de dire, écoutez, moi je vous inocule la peste d'une main, et je vous vends le vaccin de l'autre. Donc non, la permaculture n'aura pas des solutions pour tout. Plus ça va, plus ça se complique. En plus, il faut bien voir que les permaculteurs ont affaire à deux choses. Il y a d'un côté l'aspect agronomique, et de l'autre, il faut se tenir dans le carcan économique. Alors là, ça commence à être un petit peu compliqué, même pour nous, et malgré notre bonne volonté. Et pourquoi, quand je reçois quelqu'un pour me parler de permaculture, la définition n'est jamais la même? Mais parce que c'est ça qui est beau, je pense, c'est en mouvement. Donc chacun a un petit peu la sienne aussi. Moi, j'aime bien la résumer en disant, mais vous savez, c'est du bon sens, et vous êtes en général comme Monsieur Jourdain, de la permaculture, vous en faites sans le savoir. Alain Delavie, la permaculture, c'est envisageable au potager, en grande culture, partout, à toutes les Oui, tailles? oui, c'est envisageable dans tout le jardin. Parce qu'en fait, la permaculture, ce n'est pas que du jardinage ou que de l'agriculture, c'est un mode de vie presque. Puisqu'on remet en cause énormément de choses et toute la disposition de son environnement. Et en particulier, le fond, c'est quand même de ne pas tuer l'environnement qu'on a autour. Donc la permaculture dans le jardin, oui, et pas que dans le potager. Mais il y a des méthodes de permaculture, il y a des méthodes d'agroécologie, tout ça, il y a des méthodes communes. Jardinage biologique aussi qu'on fait depuis des années, il y a des méthodes communes. Mais ce qui est très important dans tous les cas, que ce soit permaculture, agroécologie ou jardinage biologique, c'est de prendre soin du sol. Et je pense que beaucoup de jardiniers pendant des années se sont préoccupés de leurs plantes et non pas du sol. Et aujourd'hui, on doit nourrir le sol, on doit chouchouter, entretenir son sol et vous aurez beaucoup plus de résultats sur toutes les plantes. Je pense que c'est ce qui est commun à toutes ces méthodes. Et la permaculture est aujourd'hui, effectivement, on en parle beaucoup parce que c'est peut-être un ensemble de méthodes qui tiennent compte du sol et de cet environnement. C'est très important. Parce que c'est vrai qu'on dit que tout autour de la planète, il y a en gros 30 cm de sol. Et la magie du métier d'agriculteur, c'est être capable d'utiliser le soleil, l'eau et tous les paramètres dont on peut aujourd'hui utiliser, que l'on peut utiliser pour permettre donc aux humains de vivre, notamment et aux animaux. Est-ce que vous pensez qu'on est à la préhistoire de la connaissance du sol? Sur les aspects microbiologiques, je dirais oui. Oui, même si on a fait des avancées sur les connaissances. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, les seuls moyens d'accéder aux micro-organismes du sol, c'était de les cultiver sur des boîtes de pétri. Et on a accès comme ça à 0,1 à 1% des micro-organismes du sol. Donc ce qui est très peu. Avec les techniques moléculaires, on a un peu plus. Comme vous le disiez, on n'a pas trop chouchouté nos sols jusqu'à présent, considérant comme un support de culture et pas comme quelque chose de vivant, mais c'est un organisme vivant. C'est un macro-organisme, je dirais, qui comprend plusieurs organismes. Et il y a un lien direct avec ce qu'il y a au-dessus du sol et en dessous du sol. Et comme vous le disiez, ces 30 cm de sol sont renouvelables, mais pas à l'échelle humaine. Parce que c'est de plusieurs millénaires pour obtenir ces 30 cm de sol. Donc il est absolument nécessaire de les préserver et effectivement de les chouchouter de manière à ce que les générations futures puissent encore les utiliser pour produire les aliments dont ils ont nécessaire. Jean-Marc Vallée. Oui, on est à la préhistoire, j'imagine, parce que dans une parcelle, déjà, il y a une énorme variabilité jusque probablement sur les colonies de micro-organismes qui peuvent cohabiter à quelques mètres de différence. Et puis, il y a aussi des sols qui sont différents en Afrique. On travaille en Afrique, on travaille dans toute l'Europe, on travaille et vous avez la pression du climat. Vous avez en Afrique, en un week-end, il peut pleuvoir autant que sur Paris toute l'année. Donc, quelque part, les sols vont partir. Si les gens cultivent n'importe comment, ça s'en va. Donc, c'est vraiment un tout. Connaître le sol, mieux l'utiliser, pouvoir avoir des marqueurs pour savoir s'il fonctionne bien. Pouvoir utiliser les techniques qui sont les moins intrusives pour le sol, c'est vraiment, on est au début. Je vais peut-être vous choquer, mais on a fait une émission ici où justement on a présenté les robots, les tracteurs sans cabine qu'on peut voir donc par exemple au CIMA, qui est le salon à Villepinte, donc où il y a tous ces nouveaux tracteurs qui apparaissent. Et c'est vrai que demain le métier agriculteur sera peut-être pas de faire du tracteur, ça sera beaucoup plus travailler avec son fichier Excel peut-être pour dégager donc de l'économique plutôt que de conduire son tracteur toute la journée. Est-ce que le sol demain, on sera sûr qu'on va vraiment l'utiliser toujours comme un facteur et support de production?
s'il nous en reste, oui, mais malheureusement, plus ça va. Non, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Il y a vraiment une diminution dramatique des surfaces cultivables. Alors, on goudronne, on bétonne, on fait ce qu'on veut. Il est évident que si on arrête de les entretenir, la nature reprendra ses droits. Mais entre le fait que la nature reprenne ses droits et cultiver de nouveau du blé, il va y avoir un sacré fossé qui va être difficile à franchir. Peut-être que dans un premier temps, ce serait aussi là faire un appel, non pas qu'aux agriculteurs, on les a toujours en ligne de mire, mais peut-être à nos élus. Moi, je viens de la campagne et je peux témoigner des zones artisanales goudronnées sur des surfaces démentielles avec rien dessus. Non mais c'est terrible, il y a Internet, on sait que le commerce se fait par e-commerce et on voit toujours plus d'entrepôts en bordure de ville, toujours plus de goudron. Je ne sais même plus qui c'est qui va d'ailleurs, ça va être Détroit demain ça. Ça va être sinistré ces zones. Voilà, alors ce qu'on peut se dire, c'est que du coup, on va faire appel à toute notre imagination, mais ce serait quand même plus simple de respecter un minimum ce qui est là. Et là, bravo aux jardiniers urbains, bravo aux jardiniers en ville, qui ne savent pas forcément faire, pour qui c'est pas facile, c'est pas pratique, qui apprennent, qui n'ont pas de place, etc. Mais alors, quelle invention, hein. Donc peut-être que la solution viendra des villes en fait. Jean-Marc Vallée. Oui, on a à GeoCarta une activité aussi sur l'archéologie. Sur chaque parcelle, vous avez eu des gens qui ont habité et la nature reprend facilement ses droits. Vous n'y voyez plus beaucoup de traces au bout d'un certain temps. On a aussi une activité à GeoCarta sur pouvoir sélectionner des terres pour les cultiver, mais aussi les moins bonnes terres à cultiver. Souvent, c'est les meilleures pour construire. Donc on peut prendre des sols superficiels sur lesquels ce sera plus facile de poser des bâtiments et laisser les terres profondes pour que les agriculteurs puissent travailler. Je m'intéresse toujours pourquoi un agriculteur qui achète une terre chère ne fait pas une carte d'identité de la terre qu'il achète avant. Parce que les outils arrivent. Les outils arrivent tant que les connaissances et les outils. Actuellement, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai un ami qui développe une société qui fait de l'injection directe. Comment expliquer quand vous voulez pulvériser un produit, peut-être que ça vous arrive un peu de mettre quelque chose, du cuivre ou je sais pas quoi sur... Eh bien, si vous voulez en mettre plus, en mettre moins, le nuage il est plus petit, à ce moment-là on ne traite pas la même... Lui il injecte de l'eau, il pulvérise de l'eau, il met le produit au dernier moment. Voilà. Et il peut rouler beaucoup plus vite. Donc il y a des semoirs qui vont 4 fois plus vite en posant la graine là où il faut, à l'espace que l'on veut. Et ça ne peut fonctionner que si on fait 1 kilomètre de long. Enfin voilà, c'est donc les outils extrêmement précis qui permettent de pas tout à fait encore faire ce que vous faites en permaculture avec ces juxtapositions de ce mélange qu'on peut faire. Mais c'est en train d'arriver. Alors, sur la préservation des sols, le paradoxe, c'est le lien à l'histoire d'implantation des villes dans des terres fertiles pour subvenir à la production animale et végétale. Et donc aujourd'hui, on est sur ce maillage du territoire qui fait qu'on a des villes qui sont sur les terres fertiles et la difficulté de dire on va construire des villes sur des sols peu fertiles, ce qui serait la solution. Alors nous, bien sûr, il faut limiter cet usage des serres agricoles pour cela, mais dans la recherche, il y a une partie de la recherche qui s'intéresse à la recolonisation des sites qui ont été industrialisés ou occupés par l'homme, et notamment dans des pays tels que les États-Unis qui ont connu une désindustrialisation, Détroit pour cela est une ville modèle. Et donc il y a toute une recherche sur ce qu'on appelle les technosols. Donc c'est la reconstruction de sols artificiels avec, on va dire, des déchets végétaux qui peuvent être valorisés ainsi. Mais je dirais que c'est très triste d'en arriver là. Mais toutefois, il faut l'envisager parce qu'on sent qu'il y a une tendance qui indique qu'on va perdre des terres. Donc il faut envisager la recolonisation de terres qui ont été souillés par un usage industriel. C'est très intéressant. Voilà, la nouvelle donnée qu'on a en ce moment par rapport à ce qu'il y avait, ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait qu'on voit en archéologie effectivement des sites recolonisés, mais ces sites-là n'avaient certainement pas connu les pollutions chimiques au plomb, au chlore, etc. qu'on a. Donc là, on sait qu'on a une pollution chimique des sols et ça engage notre responsabilité de jardinier dans nos petits potagers, dans nos petits jardins, etc., de ne surtout pas contribuer à ça en plus. Merci beaucoup, messieurs. On pourra en débattre toute la journée, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Voilà, cette émission se termine là. Et je vous rappelle que pour tout savoir donc, sur la culture, le jardinage au potager, c'est Rustica. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Paul.